Notre objectif, dans les délais les plus brefs, est de détruire l'ennemi qui se trouve actuellement dans la région. Mais il est surtout de libérer entièrement la région de Koursk. De rétablir une situation normale au long de la frontière et de penser à créer une zone de sécurité. C'est vrai que c'est très rare de voir Vladimir Poutine dans cette tenue, Sergueï Girnov. On n'a pas du tout l'habitude. C'est déjà arrivé, mais on ne va pas dire qu'on le voit tout le temps comme ça. C'est vraiment très rare, effectivement. D'ailleurs, c'est un uniforme assez coquin, parce qu'en fait, il ne porte pas d'épaulettes, il ne porte pas de grade ni de son nom, comme c'est à l'habitude en fait sur les tenues militaires. Même si ce sont les tenues militaires de campagne, ça veut dire ils sont en vert, et en fait, de loin, on voit rien du tout. C'est pas l'uniforme de tous les jours. Mais je crois que en fait c'est un signe qu'il envoie et d'abord à Trump. Et ensuite à la Russie, en fait, à l'intérieur de la Russie. Parce qu'on a commencé à lui reprocher d'avoir vendu en 3 jours, en 2 semaines, à la Russie à Trump, l'ennemi, en fait, avec lequel il a dit qu'il combattait depuis 3 jours. Et donc, en fait, il nous joue ça. Mais c'est pas, en même temps, c'est pas quelque chose d'étonnant. Parce que je vous rappelle quand même qu'on a passé les images il y a une semaine. Il était au collégium du FSB. Quel est le message qu'il envoie? Le monde entier attend la réponse de Poutine, le monde entier, vraiment, on peut dire que tous les médias du monde entier, etc., attendent ce moment-là. Sa première apparition, c'est en uniforme, dans la région de Koursk, la guerre continue, avec un langage disant, voilà, on va reprendre, la guerre continue, et on verra. La guerre continue. Qu'est-ce qu'il dit exactement? Il a dit un truc très important, il a dit que les militaires ukrainiens qui sont dans la région de Koursk seront considérés comme des terroristes s'ils sont pris comme prisonniers de guerre. Ça, c'est un message au monde entier pour dire que de toute façon, les lois internationales, si vous essayez de me faire rendre des prisonniers, de me faire rendre des civils, je vais faire comme je veux, parce qu'aujourd'hui Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, a dit qu'il fallait aussi prendre en compte les désirs des Ukrainiens de faire revenir les civils qui sont prisonniers. Et donc là, Poutine, en fait, refait de nouveaux prisonniers qui n'auront pas le statut de prisonniers de guerre. Donc c'est vraiment une démonstration de force avec des mots très subtils. Réaction de chacun là-dessus, c'était vraiment insistant là-dessus. C'est le moment que tout le monde attendait. On attendait la réponse de Poutine, et pour l'instant, sa réponse officielle, on va voir tout à l'heure qu'il y a des informations de presse officieuses, mais officiellement c'est ça. Est-ce que ça peut être vécu comme une provocation ? Provocation non, mais c'est un message selon lequel les opérations militaires continuent de plus belle, avec la plus grande gravité, entouré du général Gerasimov, qui est l'homme qui a rasé Grozny, que mon frère Pierre, quand il était chef d'état-major des armées, a bien connu, qui est quelqu'un d'extrêmement dur, de passablement déloyal, paraît-il, dans les relations. C'est un message inquiétant. C'est une négociation très dure. Notre ami Sergueï Girnov vient de dire que les Russes reprochaient potentiellement au président Poutine d'avoir tout cédé aux États-Unis. On vient de dire depuis un mois à tort que Trump avait tout cédé à la Russie. Tout ça, c'est faux. C'est une négociation extrêmement difficile, bloc contre bloc, et il n'y a que Trump, avec son savoir-faire du deal, qui pourra sans doute arracher cette paix. Et on est au cœur du sujet. Vous posez le cœur du sujet ce soir, puisque évidemment tout le monde va essayer d'évaluer ce que la Russie va exiger et si oui ou non la Russie peut entrer dans les raisons de Trump. Oui, bien sûr. Alors là, on est effectivement sur un Poutine qui s'affirme comme chef de guerre, qui vole un petit peu aussi au secours de la victoire. Il n'a pas eu beaucoup, mais là, ses forces sont en train de reprendre complètement la poche de Koursk. Donc là, il vient sur les lieux d'une victoire. Il n'a pas eu tant que ça, donc autant en profiter. Et en même temps, pour dire, écoutez, voilà, la négociation, cessez le feu, on verra. Ce sera à mes conditions. Qu'est-ce qu'il a comme uniforme là? Vous êtes le professionnel de la profession. Là, c'est quoi cet uniforme exactement? C'est un uniforme de campagne. Sergueï l'a dit. Alors c'est. Il n'y a rien. Il n'y a pas d'épaulette. Il n'y a pas de. Non, alors là, il est lisse. C'était au cas où Sergueï disait n'importe quoi. On voudrait juste que vous confirmiez. Non, mais bien sûr, normalement, effectivement, on voit ce qu'on appelle la bande patronymique, les grades, tout ça, qui sont en vert aussi pour être discret. Mais là, apparemment, il porte rien du tout. Il est complètement anonyme, en fait. On sent qu'il n'a pas trop l'habitude quand même de porter. 3 ans de guerre et enfin, on voit Poutine qui essaye lamentablement imiter président Zelensky qui porte son uniforme
uniforme depuis le début. Et là, elle s'est dit peut-être ça me donnera un peu plus de force. Pour moi, c'est un spectacle vraiment pitoyable, parce que c'est pas parce qu'on met en tenue militaire qu'on devient chef de guerre ou qu'on prend un grade. C'est tout simplement, on voit que son armée, il est dans la difficulté, même si il y a des choses qui avancent dans la région de Koursk. Mais attention, je ne pense pas que c'est vraiment l'avantage de l'armée russe, parce que comme par hasard, ce retrait de l'armée ukrainienne arrive à la fin de négociations entre les Ukrainiens et les Américains. Stéphane Marchand. Poutine, en dépit de ses fanfaronnades en uniforme, est quand même dans une situation pas facile, parce que il a reçu le texte assez bref de l'accord entre les Ukrainiens et les Américains, et il a vu le mot cessez-le-feu immédiat. Et il sait très bien ce que ça veut dire. Si jamais il était tenu d'accepter un cessez-le-feu immédiat, ça voudrait dire qu'il n'aurait pas le contrôle des 4 oblasts qu'il a annexés. Et donc pour lui, c'est une situation extrêmement difficile. Autre situation difficile, quand on mesure ce qu'il a fait, quand on voit la progression des pertes russes doublement chaque année, il y a peut-être eu 100 000 morts russes en 2024 pour 0,58% du territoire ukrainien conquis. Donc c'est ça aujourd'hui l'équation de Poutine. Retourner ça à son avantage, la seule chose qu'il puisse essayer de faire probablement, c'est de faire durer indéfiniment jusqu'aux élections de mid-term. Peut-être qu'il parie sur ce genre de choses, que la politique américaine cesserait de faire de Trump un géant. Stéphane Marchand, quelle est la part de surenchère, quelle est la part de pose et de posture, et quelle est la part d'opposition réelle à un cessez-le-feu? Il y a quelques éléments qui transparaissent dans la presse américaine. Notamment quand on lit le Washington Post ce soir, Vladimir Poutine ne serait pas enclin à accepter ce cessez-le-feu, tout simplement parce qu'il a le sentiment d'être en position de force. Il rejette les plans préliminaires du président Donald Trump pour un accord de paix dans les 100 jours, les qualifiant d'impossibles à réaliser, et affirme qu'une résolution pacifique de la crise ukrainienne ne peut intervenir avant 2026. Est-ce qu'il peut se permettre, Emmanuel De Villiers, de dire non à Donald Trump? C'est un négociateur retors et connu comme déloyal. On ne peut pas dire autre chose. Donc il est évident que, comme dans les affaires, il va tout de suite dire non. Il va tout de suite dire on m'a roulé dans la farine, mais il prêche le faux par rapport au vrai, et évidemment que les points de vue vont se rapprocher. Donc il va revenir à la raison. Les points de vue vont se rapprocher d'abord par les équipes de négociation et de manière ultime par la rencontre au sommet Poutine-Trump. On rappelle en effet que la perspective prochaine, c'est possiblement une rencontre. Ils vont se parler, il y a déjà, semble-t-il, on va y revenir, on va avancer pas à pas, des émissaires américains en Russie dans les prochaines heures. On sera même à Washington pour en savoir plus. Effectivement, et là, ce sera évidemment le moment décisif. Mais pour l'instant, est-ce qu'il est en train de faire monter les prix ? Oui, d'une certaine façon, il essayait de montrer que effectivement lui a le temps. Il a le temps pour lui, alors que Trump, lui, veut absolument quelque chose de rapide. Et donc il essaie de jouer sur cette faiblesse en réalité de Trump, en disant, écoutez, voilà, on va faire traîner en réalité en longueur le plus longtemps possible les négociations, de façon à ce que moi j'obtienne le maximum. Alors d'un point de vue territorial, il y a une priorité absolue, c'est de reprendre le territoire de Koursk qui est encore en main des Ukrainiens. Ça, c'était quelque chose qui était un préalable évident avant toute possibilité même de cesser le feu. Pour le reste, effectivement, si on ne peut pas imaginer qu'ils puissent en réalité conquérir à horizon visible les 4 oblasts complets du Donbass, de la même façon que les Ukrainiens savent très bien que maintenant qu'ils n'ont pas les moyens pour reconquérir, libérer complètement ces territoires. Donc les enjeux se joueront certainement sur le reste. C'est-à-dire qu'est-ce qui se passe après ces cessez-le-feu, et notamment qu'est-ce qui se passe en Ukraine. Est-ce qu'il y a les fameuses garanties, est-ce qu'il y a des troupes, pas des troupes, et est-ce que c'est spécifiquement régime, dans la manière de négocier, est-ce que c'est spécifiquement russe et est-ce que c'est spécifiquement poutinien, comme ça de surjouer le côté attendez, j'ai pas besoin de répondre tout de suite, parce qu'un occidental se serait tenu, il aurait déjà été forcé de répondre. Il y aurait eu 3 conférences de presse où il aurait dû répondre aux journalistes. Là, en réalité, il a tenu un discours, on entendra des déclarations, mais il ne parle pas du cessez-le-feu à ma connaissance. Ça, c'est évident, et en fait, c'est poutinien. C'est vraiment poutinien, parce que je vous rappelle quand même qu'il est là depuis 25 ans.
Il est là depuis 25 ans, ça veut dire qu'il est déjà, si vous prenez les mandats de 4 ans, il est à son 7e mandat de 4 ans. Oui. Et en fait, c'est... Donc il a eu combien de présidents de la République, c'est justement ça, en fait, c'est ce que j'allais vous dire. En fait, il y a 2 personnes dans le monde, c'est la reine d'Angleterre et le président Poutine qui collectionnaient en fait les présidents. Vous faites sursauter sa mandat de Bernard. Le record absolu, parce qu'en fait, il les a vus, je sais pas, 16 présidents. Oui, mais en même temps, la situation est d'une gravité complètement inédite. Absolument. Pour être là depuis un siècle, c'est une situation complètement inédite. 1 million de morts et de blessés. Les 2 parties, Ukraine et Russie... Et toujours à son initiative, n'oublions pas. Bien sûr. C'est lui qui a lancé tout ça. Bien sûr. Ukraine et Russie sont quand même passablement au bout du rouleau. Donc il y a des arguties, il y a de la mise en scène de négociations, mais les 2 parties veulent arriver au bout. Mais il sait qu'il n'y a pas d'élection en Russie. En fait, les élections de Russie, il sait très très bien que la Constitution lui permet de rester jusqu'à 2036. Même si la Russie s'écroule sous le poids de cette guerre, même s'il y a des critiques, etc., ça lui permet... En fait, il sait que Trump, quoi qu'il arrive, dans 3 ans et demi, il ne sera plus là. Poutine, il sera encore là s'il est vivant. Je crois qu'il y a une chose qui est quand même très importante de noter, c'est que la position de la Russie n'a presque pas changé d'un centimètre depuis le début de cette guerre. Et ils continuent à dire qu'ils veulent la démilitarisation de l'Ukraine, que l'Ukraine n'entrera jamais dans l'OTAN. Et là, aujourd'hui, alors il l'a pas redit aujourd'hui, mais il a redit il y a quelques jours qu'il veut l'entièreté des oblasts qui ont été légalement, selon la Russie, incorporés à la Fédération de Russie. Et rien ne bouge. Donc, on ne peut pas s'attendre à autre chose. Ce qui va être intéressant de voir, c'est que s'il bouge, qu'est-ce qu'il aura obtenu des Américains en échange d'un bouger ? On va voir ce qui se passe sur le terrain, parce que là, il y a ce que prétend Poutine qui reprend du terrain, et hélas pour les Ukrainiens, effectivement, dans cette région de course, mais enfin, après des mois, les Ukrainiens ont tenu depuis août, donc on peut dire que c'est une opération quand même de très longue durée, réussie jusqu'à présent par les Ukrainiens. On va venir à la situation militaire, mais avant ça, le hasard des dates. Est-ce qu'il est possible que Trump ait donné un petit coup de pouce à Poutine par le renseignement qui a été coupé et que ça permet aux Russes de progresser dans cette région? C'est ce qui lui a été reproché. C'est ce que ça se dit beaucoup, effectivement. Ce qui est certain, c'est que la coupure du renseignement, alors ça a toujours un effet immédiat, couper le renseignement. Les équipements, ça met il y a toujours du temps avant de produire des effets sur le front, mais le renseignement, c'est immédiat. Et notamment la capacité pour les Ukrainiens à pouvoir frapper en profondeur avec les armes, notamment américaines, les HIMARS, les lance-roquettes multiples, les missiles ATACMS, lancés depuis le sol, etc. Tout ce qui permettait aux Ukrainiens de taper sur le 2e échelon russe, le commandement, la logistique, et qui en même temps permettait de freiner les opérations russes en première ligne. Donc si c'est le cas, il y a un lien très direct. C'est-à-dire, au fond, le plan Trump, ça a été aussi, si c'est le cas, d'aider un peu les Russes à reprendre la région de course, parce que ça le fait avancer dans son plan. Il n'y a pas que ça, incontestablement. Il y a aussi une manœuvre russe qui a été plutôt réussie, il faut quand même le dire. Mais aussi, on peut parler, par exemple, des effets sur les bombardements russes. On s'aperçoit que les interceptions ukrainiennes des missiles russes ont diminué d'un seul coup après la coupure du renseignement. Et notamment en partie parce que les Ukrainiens ne pouvaient plus disposer des préavis de tir. Les Américains voyaient le départ des tirs de missiles. Là, c'est quelques minutes qui étaient utiles aux Ukrainiens pour pouvoir se préparer un peu plus, pour alerter la population. C'est 10 minutes. Alors, parlons-en. Ce qui se passe sur le terrain exactement. On va donner les toutes dernières informations, puisque visiblement l'Ukraine est peut-être en train de perdre son meilleur atout. On est donc dans la région russe de Koursk, qui était occupée par les forces ukrainiennes depuis le 6 août dernier. C'est l'armée ukrainienne elle-même qui annonce ce soir qu'elle se replie. Regardez ce qu'a déclaré Oleksandr Syrsky, le commandant en chef de l'armée ukrainienne. Dans les situations les plus difficiles, ma priorité a été et reste de sauver les vies des soldats ukrainiens. Les unités des forces de défense, si nécessaire, manœuvrent vers des positions plus favorables. Et regardez l'image qui circulait cet après-midi un peu plus tôt sur les réseaux sociaux. C'était les Russes qui la transmettaient, notamment les Ukrainiens qui seraient en train de perdre la région russe de Koursk. C'est le message envoyé par ces agences de presse proches du Kremlin. On y voit les Russes qui hissent leur drapeau dans le centre-ville de Soudja. On savait, Samantha de Bernard, que ça devenait compliqué, que là, la Russie faisait tout pour récupérer la région russe, justement en vue de cet accord de cessez-le-feu. Oui, ça devenait très compliqué, surtout parce qu'il y avait d'importantes unités ukrainiennes qui risquaient d'être coupées
du reste de l'Ukraine et donc totalement encerclée et donc prisonnière des Russes. Et donc on comprend aujourd'hui le retrait des Ukrainiens. Mais oui, il y a une corrélation extrêmement forte entre la coupure du renseignement et les avancées russes. Il faut aussi savoir que la coupure du renseignement a aussi rendu les HIMARS américains dont disposaient les Ukrainiens pratiquement inutilisables. Donc, ça éclaire quand même les choses de façon très différente. C'est-à-dire là, effectivement, on reste dans une perspective où Trump aide quand même beaucoup la Russie. C'est-à-dire il l'aurait aidé de fait. Il a restauré le renseignement. Apparemment. Maintenant, aujourd'hui. Oui. Mais c'est justement tout ça, cette situation a amené à l'affaiblissement de l'armée ukrainienne dans la région de Kursk. Et nous avons répété plusieurs fois que c'est vraiment la carte à jouer à Poutine qui est très importante pour lui parce qu'il s'agit d'éventuellement un échange